Maghreb Orient Express, bienvenue à tous dans le 100e numéro, et oui déjà 100e numéro de MEE qui devient exceptionnellement Marseille Orient Express. Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Alors pourquoi la Méditerranée fascine-t-elle toujours autant ? Quelle est la place du féminin masculin dans nos sociétés méditerranéennes ? 3 invités avec nous ce soir. Habib Selmi, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, votre nouveau roman vient d'être traduit en français. Il s'intitule Souriez, vous êtes en Tunisie. C'est aux éditions Actes Sud. Sinbad, Sophie Bessis, bienvenue à vous. Vous êtes historienne, vous avez contribué à l'ouvrage Au bazar du genre féminin masculin en Méditerranée, livre collectif en marge de l'exposition du même nom que l'on peut voir à Marseille au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Puis nous retrouverons en principe dans quelques instants Iyam Abbas, actrice, comédienne, réalisatrice. Elle sera à Marseille en direct avec nous. Sophie Bessis, dans cet ouvrage, vous écrivez un texte sur les droits des femmes et sur les féminismes au sud de la Méditerranée. Vous étiez venu au tout début de MEE, c'était il y a 2 ans et demi, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la situation des femmes en Tunisie ? Écoutez, elle est très compliquée. Alors, si l'on prend sur le plan du droit, puisque vous employez le mot droit, pour l'instant, les droits des femmes, c'est-à-dire le code du statut personnel promulgué en 1956 et qui, vous le savez, accorde aux femmes non pas l'égalité, ne l'oublions pas, complète, mais des droits dont elles ne jouissent nulle part ailleurs dans le monde arabe, incontestablement. C'est-à-dire que le code de 56 est le code le moins loin de l'égalité. Alors, ces droits, pour l'instant, aucun n'a été explicitement abrogé. Sur le plan du droit, la situation est la même. Mais il y a de nombreuses menaces qui pèsent sur ces droits. Vous savez que c'est un gouvernement conservateur dont s'est dotée la Tunisie depuis les élections du 23 octobre 2011. Gouvernement qui devait durer 1 an, puisque l'Assemblée devait durer 1 an, mais qui s'éternise, puisque la Constitution n'est pas prête. Et donc, le pouvoir actuel a multiplié, disons, les déclarations, les attitudes, les comportements qui permettent de dire que, évidemment, qui permettent de confirmer que son idéologie ne réside pas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'égalité des sexes. Donc les femmes s'alarment, parce qu'il y a des signaux qui sont extrêmement alarmants, mais ce qui est rassurant d'un autre côté, c'est qu'elles sont plus organisées que jamais, si je puis dire, et la société civile tunisienne et la partie féminine de la société civile se bat et a emporté quelques victoires tout de même. Habib Selmi, même question sur la situation des femmes en Tunisie, avant de revenir sur votre ouvrage. J'adhère à tout ce qu'a dit Sophie Bessis. Effectivement, la femme tunisienne, elle jouit d'un statut exceptionnel dans le monde arabo-musulman. Mais c'est vrai, depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir, il y a un vrai danger. Il faut rester vigilant. Mais aussi, moi, je garde toujours l'espoir, j'ai confiance dans la femme tunisienne, dans la société civile tunisienne. Cette révolution nous a montré quelque chose que nous ne connaissons pas, nous, Tunisiens, que nous ne sommes pas assez, c'est qu'il y a une vraie société civile en Tunisie. Et cette société civile, à mon avis... C'est un contre-pouvoir. Voilà, c'est un vrai contre-pouvoir. Et je pense que cela n'existe nulle part ailleurs. En Égypte, il y a un embryon de société civile. Mais en Tunisie, il y a une vraie société civile. Et le combat, il y a un vrai combat. C'est-à-dire, mais c'est vrai, il y a toujours un danger qui guette la femme tunisienne. Je peux peut-être vous en citer un exemple, par exemple, 1 ou 2, et qui sont extrêmement intéressants. Parce que le parti au pouvoir, le parti Ennahda, recule quand il est... contraint à reculer. Par exemple, l'année dernière... Il n'est pas seul au pouvoir, précisons-le quand même. Oui. Il y a une coalition. Il y a notamment une coalition du président de la République. Troïka, effectivement. Mais il est également hégémonique au sein de cette Troïka. Il est hégémonique au sein de cette Troïka, ne l'oublions pas. Et donc, l'an dernier, il avait essayé de faire passer un article dans la Constitution qui disait que la femme est complémentaire de l'homme dans le cadre du foyer. Ce qui est quand même... Bon, il y a eu une très importante manifestation à Tunis, et cette manifestation, qui était d'ailleurs, signalons-le, parce que je crois que c'est très important, elle était mixte. Ce n'était pas une manifestation de femmes. Je me souviens de cette manifestation, il y avait aussi beaucoup d'hommes. Et ça, c'était... Et donc, il a reculé. Mais chaque fois qu'il recule, il essaye de revenir par la fenêtre. Voilà. Alors, on va, comme promis, maintenant partir à Marseille, où nous attend Iyam Abbas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, actrice, réalisatrice également, et vous êtes à l'affiche de la pièce de théâtre
Phèdre les oiseaux, c'est présenté à Marseille, à Aix également, dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Alors vous serez sur scène, Yam Abbas, dans moins d'une heure maintenant. Dernière représentation ce soir. Première question peut-être, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience marseillaise, cette expérience méditerranéenne? Bah, super bien, merveilleusement bien. L'expérience a démarré vraiment il y a 1 an et demi déjà avec les Compagnons d'Emmaüs, où on a fait la création de ce texte en français à Lorient. Depuis, on voyage avec ce spectacle dans plusieurs villes en France. On a fait Berlin, on a fait Lugano, on a fait notamment les États-Unis et on termine à Marseille, voilà, pour combler ce travail qui normalement regroupe toutes les phèdres dans toutes les langues différentes, avec des chœurs différents, des pays différents qui nous accompagnent dans cette expérience. Alors Phèdre les oiseaux, je propose tout de suite de regarder un extrait de cette pièce. Je ne veux pas attendre un roi, un héros, un mari. Je veux être moi. Je suis... لأغسل جسدك لأفرك بدنك لأمس بيدي عضوك الذكري لأمتصك بفمي لألتهمك. Je ne fus ta mère que pour te caresser, te laver, te frotter, te branler, te sucer, te dévorer. Yam Abbas, quel est le message de cette pièce de théâtre Phèdre les oiseaux, de ce projet finalement mené avec le metteur en scène Jean-Baptiste Sastre? Oh là 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 là, il ne faut pas me demander une question pareille. Vaste question. Non, je n'ai pas de message à donner. Je crois que c'est une expérience vraiment d'un texte contemporain sur un mythe assez ancien que tout le monde connaît, pour mettre en avance la mémoire de l'être humain avec tout ce qui porte sur le dos. C'est une expérience qui amène la fragilité de l'artiste aujourd'hui à la fragilité des gens normaux, des gens qui sont un peu fragilisés par la vie ou marginalisés par les autres ou par eux-mêmes. Et l'idée, c'est de porter tous ensemble dans des langues différentes, encore une fois, je le dis, pour que la voix de l'être humain soit entendue. Alors Phèdre, c'est un personnage tragique, Yam Abbas passionné, c'est aussi une femme divisée, un peu comme la femme méditerranéenne aujourd'hui. Comme beaucoup de femmes dans le monde entier, j'aime pas trop vraiment mettre l'accent. En fait, oui, l'accent sur des femmes méditerranéennes ou d'autres. Je crois que toute femme se retrouve dans l'histoire de Phèdre. Je trouve que tout être humain, homme ou femme, peuvent se retrouver là-dedans, parce que c'est une femme dans ce texte-là sur lequel on travaille. C'est une femme qui revient pour dire ce qu'on lui a interdit de dire, pour dire et parler de sa mémoire. Et je crois qu'on en a tous et on a beaucoup de choses à dire, chacun sur sa mémoire. Alors restez avec nous, Yam Abbas, on vous retrouve dans quelques instants. Habib Selmi, dans votre roman, vous parlez de l'hypocrisie sous Ben Ali, c'était donc avant la Révolution. C'est l'histoire de Taoufik qui rentre chez lui après 5 ans d'absence, il retourne passer des vacances chez son frère. Quelle est la forme que prenait cette hypocrisie ? Tout d'abord, les gens, je les ai sentis moins naturels qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas que l'hypocrisie, hein. Il y a la corruption, il y a le mensonge, il y a un peu de vanité, il y a l'orgueil. Je n'ai pas reconnu ce beau peuple tunisien que j'ai aimé. J'ai remarqué que de plus en plus, chaque fois que je rentre en Tunisie, évidemment, moi je rentre en Tunisie 3 fois par an, c'est pas comme le narrateur, sûr, oui, le personnage dans le roman. Et chaque fois, je sens qu'il y a une vraie dégradation à tous les niveaux. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est vraiment au niveau moral. On voit très bien, c'est-à-dire que le peuple tunisien, l'individu tunisien, est coincé entre deux totalitarismes. D'une part, il y a le despotisme de Ben Ali, et de l'autre part, il y a l'islamisme. L'un faussement moderniste et l'autre, vous dites, qui est la religion l'omniprésence, par exemple, de la religion dans la vie quotidienne. Moi, je ne suis pas contre la religion, évidemment. Je sais que les Tunisiens, ils sont musulmans et la pratique de leur religion, c'est tout à fait normal. Mais on voit ça partout.
on parle nourriture, on parle religion. Si on parle de nourriture, on parle de religion. Si on parle de femmes, religion. Les vêtements, religion. Les fêtes, religion. Oui, mais ça n'empêche pas les contradictions. Le frère lui-même, justement, Taoufik, son petit frère, lui, qui va à la mosquée, qui vous dites-vous inculque la haine des infidèles à son fils, lui-même va voir une prostituée après. Exactement, exactement. C'est-à-dire, parfois, j'ai l'impression que la religion, le fait d'être religieux, c'est en fin de compte, c'est un masque pour cacher un autre malaise, un mal-être qui est aussi causé par cette dictature. Mais Sophie Bessy, est-ce que c'est pas plutôt, parfois j'ai le sentiment qu'on incrimine plus facilement la religion finalement que le poids des traditions? D'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dès que dans une société, il y a des interdits, il y a de la transgression. Et la transgression est toujours hypocrite, parce que c'est une transgression qui n'est jamais clairement manifestée. Voilà. Quand elle est clairement manifestée, d'ailleurs, ça fait scandale. On peut en citer quelques exemples tout à fait contemporains. Mais bien entendu que les traditions sont très conservatrices dans l'ère méditerranéenne. Si vous me permettrez, je parlais plutôt des femmes méditerranéennes et pas de la femme, parce qu'il y en a plusieurs et elles se ressemblent pas toutes. Mais c'est une... Enfin, en général, les traditions sont très conservatrices. Mais dans ce cas précis, comme ça a pu être le cas, comme ça a été le cas dans l'Europe chrétienne avant qu'elle ne se sécularise, comme on peut très bien prendre le cas également du judaïsme dans le bassin moyen-oriental aujourd'hui, la religion vient légitimer, vient donner une onction divine à la tradition. Et c'est-à-dire que la tradition s'appelle religion. La tradition se met à s'appeler religion parce qu'une tradition, on peut la critiquer. La religion, surtout quand elle est révélée, malheureusement, est totalement indiscutable puisque c'est la parole de Dieu lui-même. Et je crois qu'une calamité, justement, du bassin méditerranéen, c'est que le bassin méditerranéen est la patrie, le siège des religions révélées, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une parole divine, malheureusement. D'ailleurs, j'ai remarqué chaque fois qu'on veut imposer quelque chose sur la femme, surtout, parce qu'il s'agit de femmes dans ce roman. Il y a trois personnages dans ce roman-là. On fait appel à la religion. Tout d'abord, c'est la famille. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire l'autorité parentale ou le frère, ou je sais pas quoi, après l'oncle, si ça ne marche pas, tout de suite, on va à la religion. Et là, comme a dit Sophie, on ne peut pas critiquer la religion. On dit que c'est haram, c'est fini. Alors, juste Sophie Bessy, je vais retourner voir pour avoir la réaction d'Iyam Abbas qui nous tient à cœur ce soir. Vous êtes dans Héritage, sorti fin 2012 sur les écrans France, Iyam Abbas, vous nous parliez aussi finalement d'une certaine forme d'hypocrisie, en tout cas d'une complexité dans une famille d'Arabes israéliens dans le nord d'Israël. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ce thème dans votre premier long métrage ? Parce que je viens de ce coin du monde et je crois qu'il a fallu que je commence un long métrage avec quelque chose de très personnel, de quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est vrai, parce que j'entends parler de la religion, des traditions. Je trouve que dans les années où moi je me suis trouvée là-bas et j'ai grandi là-bas, et je vois aussi à travers les années comment les gens... ils ont créé ce qu'on appelle la tradition aujourd'hui, qui est un mélange de toute forme sociale, de coutumes, des croyances variées, pour justement créer, chez nous en Palestine et surtout à l'intérieur d'Israël, pour créer une sorte de chez-soi qui n'existe pas. Donc j'ai l'impression, et c'est ce que je traite dans mon film, c'est le fait que la religion ou la tradition vient remplacer la terre qui nous était prise, la terre qui n'existe pas. Donc le concept de chez-soi a tellement pris une autre valeur et une autre compréhension et une autre forme. Et voilà, ça m'intéressait aussi de parler et de faire un film, et un premier film d'ailleurs qui me touche et qui me tient à cœur dans l'endroit où j'ai grandi. Alors restez avec nous, Iyam Abbas. On va vous retrouver également un peu plus tard avant de vous laisser monter sur scène. Peut-être comme une question à tous les deux rapidement. Bien entendu, ça dépasse le simple clivage politique, laïque, religieux, progressiste, conservateur, mais tout de même, les Tunisiens ont fait un choix. Donc comment fait-on aujourd'hui? L'un des principes des printemps arabes, c'était aussi de dire, ben voilà, on vote et puis finalement, voilà l'état de la situation. C'est-à-dire que, allez-y. Oui, c'est-à-dire, bien sûr, il faut accepter. Ils ont voté pour Ennahda, les Tunisiens. Ah oui, non, mais personne n'a contesté la présence d'Ennahda. C'est un parti qui
existe, qui représente un certain pourcentage de Tunisiens qui sont d'ailleurs majoritaires comme parti, il faut les respecter. Mais c'est-à-dire ils ne sont pas majoritaires. Il ne faut pas oublier que Nahda, le score qu'elle a eu pendant les dernières élections démocratiques était démocratique, d'accord. Oui, il y a des discussions. Il y a quand même pas mal de la triche. Et puis Nahda a acheté quand même pas mal de voix. Ils sont quand même arrivés bien devant, quand même, voilà. Même s'il y a eu potentiellement des irrégularités. 40%. Mais quand même, il y a 60% qui n'ont pas voté pour Nahda. Donc, ils n'étaient pas vraiment majoritaires dans la société tunisienne. Et moi, je suis sûr que ceux qui adhèrent vraiment aux valeurs d'Ennahda représentent à peu près quelque chose comme 20%. Sophie Bessis, vous allez répondre, mais on me dit qu'Iyam Abbas doit vraiment monter dans quelques minutes sur scène. Iyam Abbas, juste le temps pour moi donc de vous saluer, de vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions dans MOE. Donc pour la 100e, on vous retrouvera bien entendu dans un prochain numéro. Vous serez toujours la bienvenue. Merci à vous, Iyam Abbas. Merci beaucoup. Je suis désolée vraiment parce qu'il faut que j'aille monter sur scène. Donc, j'aurais bien voulu passer un peu plus de temps avec vous. Eh bien, ça, on le comprend. Merci beaucoup. Merci à vous. On le comprend à très vite. Donc, 21h tout à l'heure à Marseille. Et ce sera à la salle Emmaüs Pointe-Rouge. Dernière représentation donc. Mais ce n'est pas fini. Prochaine date, les 28, 29 juin, 1er et 2 juillet à Aix-en-Provence. Représentation 28, aussi 29, Je corrige, juste 28, 29. 1er et 2 juillet à Aix-en-Provence. C'est ça, à Aix-en-Provence. Voilà, merci à vous Iyam Abbas. Représentation aussi au Maroc à Tanger, ce sera le 27 septembre, avant une tournée octobre-novembre en Israël et en Palestine, Ramallah, Naplouse, Jérusalem, Nazareth, Haïfa, Tel Aviv et Jaffa. Alors, autre temps fort de Marseille-Provence 2013, autre événement culturel, c'est en ce moment à la Cité Phocéenne, c'est l'exposition 2031 en Méditerranée, Nos Futurs, Nos NOS au pluriel. C'est à la Villa Méditerranée, somptueux lieu culturel, comme le musée. On se retrouve juste après. Alors, comment les jeunes méditerranéens se projettent-ils dans leur avenir? Regardez, reportage Stéphane Stasi. Mais d'abord, c'est quoi être méditerranéenne? Comme ça, après, je sais si j'en suis une ou pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est habiter dans un des pays qui a comme mer la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'être méditerranéen? Comment les jeunes qui habitent cet espace le perçoivent-ils? Pour le savoir, le cinéaste Régis Soder est allé à leur rencontre à Marseille, Tunis, Izmir et Beyrouth. Leurs préoccupations, leur quotidien, les spectateurs y sont plongés dans des espaces clos, sortes de boîtes à vidéo. Et de cet espace de verdure, on passe à la question de l'urbanisation galopante. Ça, c'est une autre vision de Beyrouth. Mais c'est surtout sur leur avenir que ces jeunes s'expriment. Comment voient-ils leur espace dans 20 ans? Et comme l'avenir ne se filme pas, ici, il se dessine sur les murs extérieurs des boîtes avec comme thématique l'identité, l'environnement ou encore l'engagement politique. On voit très bien quand on parcourt les boîtes que la question, par exemple, religieuse, c'est pas ce qui les anime le plus. Finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus commun qui est la question de l'échange, encore une fois, de la circulation, de la possibilité de s'éduquer. Le rapport à l'éducation, il est très important aussi. Les dessins de Benoît Bonnemaison-Fit restituent les propositions des enfants, reproduisent des tags vus sur les murs de Beyrouth ou des slogans inventés comme ce message d'Amine, jeune Tunisien, mur blanc, peuple muet, pour souligner l'importance de l'engagement politique. La Villa Méditerranée, inaugurée dans le cadre de Marseille-Provence 2013, se veut être un lieu de rencontre des acteurs méditerranéens. C'est un bâtiment engagé, c'est un bâtiment politique et éthique, et c'est aussi un équipement extrêmement ouvert, puisque nous pensons pouvoir y attirer tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à la Méditerranée, ou même ceux qui ne s'y intéressent pas du tout, mais qui viendront ici découvrir des choses comme on ne leur a jamais montré. Rencontres, colloques, expositions, ce lieu vise à rapprocher les rives de la Méditerranée, à penser son avenir. Alors Sophie Bessis, 2031 en Tunisie, avec ou sans Ennahda? Non, pour revenir, n'oublions pas que lors des élections du 23 octobre 2011, d'abord, il y a eu 50% d'abstention. Donc, Ennahda a obtenu un peu moins de 40% des 50% de votants. Quand on prend également les bulletins blancs ou nuls, effectivement, on arrive au chiffre de 20% à peu près. Donc, mais si on prend les autres aussi, c'est encore il pire. Il ne s'agit pas... Non, simplement pour dire...
ça n'a pas été un vote massif. Cela ne veut pas dire que les élections n'ont pas été légitimes. D'ailleurs, personne ne les a remises en question. Mais le danger, c'est que simplement, ce vote démocratique, cette procédure démocratique, serve à installer un pouvoir qui ne le serait pas. Parce que la démocratie n'est pas seulement, comme vous le savez, la loi de la majorité, c'est bien autre chose. C'est le respect d'un certain nombre de principes. Mais vous, d'ici 2031, vous pensez qu'alors, au fur et Non, à mesure des 2031, élections... non, je veux dire, non, d'ici- 2031, c'est-à-dire dans 20 ans, en gros, dans une vingtaine d'années. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, hein, je ne prédirai pas ce qui peut se passer dans un laps de temps relativement long à l'échelle du politique, non pas à l'échelle de l'historique, mais à l'échelle du politique. En tout cas, ce qu'il faudra voir, c'est les prochaines élections, à condition qu'elles aient lieu vite, parce que malheureusement, pour le moment, il n'y a aucune échéance et aucune méthodologie qui est fixée pour les prochaines Alors, élections. au Bazar du Genre, vous avez participé à ce projet culturel, en tous les cas, Sophie Bessis. On va tout de suite regarder le reportage de Stéphane Stasi sur cette exposition qui se trouve... Tiens, on va peut-être regarder, avant de lancer le reportage, quelques images, puisque ce sont 2 lieux qui ont été inaugurés assez récemment. Il y a donc le MUCEM, hein, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. On vient de voir le Fort Saint-Jean à l'image. Voilà, 2 beaux sites culturels qui sont côte à côte. La Villa Méditerranée également à côté. Alors, au Bazar du Genre féminin masculin en Méditerranée, c'est une exposition qui aborde de nombreux sujets sensibles, égalité des sexes, violences faites aux femmes, controverses, notamment autour des lois sur le voile en Europe, mais aussi débat sur la question du genre. Regardez. Le bazar, là où l'on trouve de tout. Cette exposition, le bazar du genre, entend donc montrer les multiples façons d'être un homme ou une femme en Méditerranée. Montrer que les rôles traditionnels donnés à la naissance peuvent être dépassés. L'idée, si vous voulez, c'est de surprendre le public et de l'amener à se questionner un petit peu sur ce qui se passe. Alors ce qui se passe, on va le montrer parce qu'on va partir du fait que si ça change dans le genre, c'est qu'il y a des individus, beaucoup de femmes ou des minorités sexuelles qui disent ça suffit, on en a assez de l'ordre établi, on veut que ça change. Alors on va montrer les combats pour plus d'égalité. L'exposition parle de contraception, de virginité, de crimes d'honneur. Elle se veut militante pour les droits des femmes, ceux des homosexuels également. Là, on va rentrer donc dans une installation sonore qui diffuse des insultes. Sale PD, salope, pédophile, on va te péter ta gueule de PD. Tu t'habilles comme un PD. Ça me permet aussi de dire que finalement, vous voyez, dans votre langage de tous les jours, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez une attitude qui parfois est une attitude homophobe. Dépasser les genres, c'est ce transsexuel qui porte un enfant. L'exposition veut montrer comment s'échapper de la morale, la détourner. Le voile devient ici un objet de mode. Le bazar du genre bouscule, émeut ou exaspère, mais ne laisse pas indifférent. Provocante, un peu commerciale. Enfin, assez désagréable à regarder en fait. Mais c'est tendance, c'est à la mode. Donc c'est très joli, il y a plein de couleurs, il y a de belles photos, mais le fond dérange quand même. Tout ce que j'ai pu lire sur la condition des femmes dans tous ces pays musulmans, enfin, ça me touche. Et c'est vrai qu'on a oublié à quel point les femmes ont dû se battre pour avoir ce droit fondamental. Et quand on voit les affiches, je trouve qu'elles sont extraordinairement modernes, parlantes, alors qu'elles datent sans doute des années 50. L'ambition de ce bazar, c'est de voyager, de traverser la Méditerranée avec d'autres œuvres, des œuvres venant du pays qui l'accueillerait, mais avec toujours cette vocation, montrer comment le genre est amené à évoluer. Alors Sophie Bessis, pourquoi, selon vous, cette question du genre, le rapport au corps, la tenue vestimentaire, pourquoi est-ce que tout cela, ça crée autant de crispation? Pourquoi c'est aussi passionnel? Alors, première remarque, je n'ai pas encore vu l'exposition, mais ce que l'on vient de dire pourrait être valable pour tous les lieux du monde, ce n'est pas spécifiquement méditerranéen. Il y avait d'ailleurs des réactions, j'ai assisté à l'exposition avant-hier, il y a des Donc, réactions je ne très, vois très violentes. pas, pour l'instant, et je précise que je ne l'ai pas encore vu, ce qu'il y a de spécifiquement méditerranéen dans ce questionnement sur le genre. C'est un questionnement tout à fait universel, c'est-à-dire qu'on vit peut-être une époque, effectivement, actuellement, où, enfin, on vit certainement une époque où il y a une évolution des rôles traditionnels des sexes.
et je dis bien des sexes, parce que le genre est un concept qui a été beaucoup dévoyé. On emploie genre à la place de sexe, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais donc, il y a une évolution des rôles traditionnels, y compris dans les pays, disons, les plus traditionnalistes, comme on disait tout à l'heure, donc les pays du sud de la Méditerranée, où les rapports entre les sexes sont en train, avec douleur, avec difficulté, de changer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le monde entier, ce changement crée des instabilités, crée des problèmes, crée des questionnements, crée des malaises. Ce n'est pas seulement en Méditerranée que ça le fait. Habib Selmi, voilà. Réaction aussi à cette exposition. Pas que la Méditerranée. Je ne l'ai pas vu. Oui, bien sûr. Les voir. femmes et les hommes, ils sont les mêmes dans tout le monde, partout, dans toutes les cultures. Hein. Mais moi, je trouve au contraire, si j'ai quelque chose à dire à propos de la femme arabe, que j'ai tunisienne et arabe d'une manière générale, je ne suis pas très pessimiste. Moi, je trouve que les femmes, elles luttent, et ça bouge. Ça bouge beaucoup. Elles bougent et vraiment, elles sont là. Elles sont là. Et ça, c'est très important. Ça. Merci beaucoup à tous les deux. Cette émission touche à sa fin. Le temps peut-être pour moi de vous rappeler une partie du palmarès du prix Med, le prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Le palmarès est tombé vendredi. C'est le festival de la Méditerranée en images. Alors, Grand Prix France Télévisions, enjeu méditerranéen, c'est pour Dance of Outlooks de Mohamed El Aboudi. Le prix TV5 Monde, Guerre d'Algérie, la déchirure, c'est de Gabriel Le Gomin. Puis France 3 Corse via Stella, que l'on salue, qui a récompensé Italie Love It or Leave It de Gustave Offer et de Luca Ragazzi. France 3 via Stella qui rediffuse, on le rappelle, Maghreb Orient Express. Merci à vous qui nous suivez chaque dimanche. On se retrouve au mois de septembre. D'ici là, MOE continue sur les réseaux sociaux avec notamment tout un best-of. À très vite sur TV5 Monde.